Chers amis, il est 18 h et nous sommes ce vendredi 15 août. Voilà, c'est le dernier entretien de la semaine, le dernier entretien de pré-rentrée pour brosser voilà, les grands thèmes de l'actualité, des sortes de sessions de rattrapage de ce qui se passe partout à travers le monde pour vous permettre d'aborder la matinale Toxin à partir de septembre dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on va parler un peu des États-Unis parce qu'il se passe énormément de choses là-bas. Il s'en est passé énormément ces dernières semaines. Et pour en parler, qui de mieux que notre chroniqueur américain sur place, Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Valentin. Et merci d'être avec nous depuis les États-Unis. Bon, ça va, il n'est pas encore trop tard pour vous. On vous fait pas lever trop tôt comme pendant la chronique de la saison. Mais en tout cas, donc on va parler de l'actualité américaine. On en avait déjà parlé avec vous au mois de juillet. C'était avec Axel. Vous aviez fait une grande émission avec Frédéric Agoui sur le Russia Gate, puisque ce sont des nouvelles informations qui nous sont parvenues en juillet dernier. Je rappelle un tout petit peu. Alors, pour ceux qui veulent vraiment l'émission complète qui dure plus d'une heure. Mm. Allez sur la chaîne de Toxin parce que vous comprendrez tout. On va pas faire tout le récapitulatif de l'affaire aujourd'hui, mais il y a eu du nouveau depuis. Je rappelle simplement que donc le 20 juillet dernier, Tulsi Gabbard a publié 114 pages de documents, donc Tulsi Gabbard qui est la chef du renseignement américain, accusant l'administration Obama d'avoir fabriqué des pièces pour impliquer Trump dans le Russiagate et pour voilà, développer tout un narratif selon lequel Trump serait lié à la Russie. Et donc on apprend que ces pièces-là seraient donc de fausses pièces, avec évidemment l'implication aussi derrière d'Hillary Clinton. Alors Renaud Bochard, peut-être que vous avez demandé à commencer par ça, parce que donc on a, disons, le fin mot de l'affaire, si j'ai l'impression. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est assez rare que dans une affaire comme ça, on connaisse l'épilogue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épilogue, on l'a connu dans les jours qui ont suivi l'enregistrement de la dernière émission sur le Russiagate. Donc vraiment, je crois que c'était quasiment le lendemain presque. Ce qui s'est passé, c'est que depuis, Tulsi Gabbard a continué à déclassifier un certain nombre de documents et elle a notamment déclassifié les annexes du rapport Durham, qui est un rapport qui avait été publié, qui avait été commandé sur le Russiagate précisément. Donc Tulsi a déclassifié alors, on connaissait le rapport, mais on n'avait pas encore toutes les annexes. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit apparaître des annexes, c'est que le scandale du Russiagate était une opération de couverture orchestrée pour dissimuler un scandale de corruption impliquant Hillary Clinton. Donc, Ah le oui. fin mot de l'affaire, c'est Clinton. Tout le Russiagate était une opération une opération visant à dévier l'attention des problèmes de Hillary Clinton, notamment dans la gestion de son serveur secret, son fameux serveur secret. Ça faut savoir que tout à fait intéressant. Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, refusait d'utiliser les serveurs sécurisés de l'administration américaine pour utiliser un serveur privé. Euh, alors, on a appris depuis pourquoi, et je vais vous en parler. L'article est que, enfin, on sait ça à partir notamment d'un certain nombre d'articles et de podcasts, notamment de Matt Taibbi, qui est très souvent cité dans mes chroniques. Ce qu'on voit, c'est que le Russiagate n'était donc pas une enquête sur la corruption de Trump, mais une diversion pour protéger Clinton, alors en difficulté en 2016, en raison de son utilisation d'un serveur privé en tant que secrétaire d'État, qui exposait la cybersécurité américaine. Alors, il faut se rappeler, après la révélation de la suppression de plus de 30 000 emails par un de ses employés qui s'appelait Paul Combetta, malgré une assignation à comparaître au Congrès, et face à une enquête fédérale, la position d'alors, il faut se remettre dans le contexte, on est en 2016, la position d'Hillary Clinton alors s'était affaiblie, qui la rendait vulnérable face à Bernie Sanders. Je rappelle quand même que Hillary Clinton avait perdu de manière cuisante la primaire du New Hampshire et qu'elle avait réalisé une quasi-égalité dans le caucus de l'Iowa, et que Hillary Clinton avait perdu 84% des voix des femmes de moins de 30 ans. Ce qui est tout à fait intéressant. Et Donc, on donc là, ajoute à ça, en plus, rajouter le des enquêtes contexte, sur la Clinton. pardon, c'est le cadre des primaires démocrates de 2016.
qui ont vu après de ensuite 2016. Hillary Clinton se présenter à la présidentielle contre Donald Trump et qu'elle avait perdu. On est d'accord que Oui, Après d'ailleurs hein, le Democratic National Council ait triché contre Bernie Sanders. oui, en plus. C'était, Voilà. donc non seulement, oui, donc et alors ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'il y avait aussi dans le cadre en 2016 des enquêtes sur la Clinton Foundation qui ont été suspendues par les agences de renseignement et par le FBI notamment jusqu'après l'élection. Et tout ça a entraîné un grand nombre de problèmes. C'était vraiment un fiasco. Et quand on se remet en mémoire tout ça, la campagne d'Hillary Clinton. Et ce qu'on voit apparaître du rapport Durham, c'est que Clinton et son équipe auraient lancé une campagne liant Trump à Poutine dès mars 2016 pour détourner l'attention. Ce qui est une stratégie d'ailleurs qui est tout à fait bien connue des services de sécurité américains. Donc plutôt que dénoncer les faiblesses de la campagne d'Hillary Clinton, voire, et il faut savoir que le danger le plus existentiel pour le Parti démocrate de l'époque, ça aurait été une victoire de Bernie Sanders. Euh, je rappelle d'ailleurs qu'on a remis le couvert en 2020 lorsque la plupart des candidats principaux se sont retirés, sauf ceux qui pouvaient avantager Joe Biden, se sont retirés avant Super Tuesday, ce qui était complètement inédit. Donc on voit en quelque sorte en même temps combien une victoire de Bernie Sanders était quelque chose qui aurait été qui avait été perçu comme un danger existentiel en 2016 puis en 2020. Donc, ce qu'on voit, c'est que plutôt que de dénoncer les faiblesses de la campagne d'Hillary Clinton, eh bien, les services de sécurité et les services de renseignement américains, le FBI, la CIA et toute l'administration Obama ont amplifié la rumeur du Russiagate en utilisant des ressources étatiques avec la complicité enthousiaste des médias mainstream qui ont fait de Trump une cible. Donc, on voit très très bien que toute cette couverture, elle a impliqué des institutions majeures qui ont complètement perdu la confiance du public américain. Je parle des agences de renseignement et des médias mainstream qui sont tous en situation de faillite du fait de la révélation d'énormes mensonges qui ont été proférés dans le cadre du Russiagate. Donc c'est tout à fait, on est véritablement avec cette affaire du Russiagate dans un coup de tonnerre. Et il s'est passé encore d'autres choses, puisque depuis, Tulsi Gabbard, et là je parle avant-hier, le 13 août, Tulsi Gabbard a déclassifié un certain nombre d'emails entre les directeurs des agences de renseignement, et il y en a un qui fait énormément de bruit en ce moment, c'est un email de James Clapper, qui était alors directeur de National Intelligence, qui est le poste actuellement occupé par Tulsi Gabbard, qui exerçait une pression sur Mike Rogers, qui était alors le directeur de la NSA, la National Surveillance Agency. La fameuse NSA qui était impliquée d'ailleurs dans les révélations d'Edward Snowden. Donc, l'email de James Clapper à Mike Rogers parle de compromettre les procédures normales d'intelligence afin d'accélérer la rédaction du rapport accusant la Russie des piratages du Democratic National Council. Vous vous rappelez, en fait, il y avait oui. une sorte d'assessment de la part des agences de renseignement qui avait été pondu et publié en janvier 2017, juste avant l'investiture de Donald Trump, qui est la base de toute la rumeur du Russiagate. Un des gros scandales, d'ailleurs, c'est que cet assessment on le sait maintenant, était fondé sur le fameux rapport de Christopher Steele, qui était un ancien agent du MI6 qui avait été engagé pour faire du opposition research pour la campagne d'Hillary Clinton, dont on sait très bien que rien n'était fondé dans le rapport de Christopher Steele. Donc, mais là, ce qui se passe, c'est que vous avez Mike Rogers, tout simplement, qui disait moi, je ne suis pas très chaud sur sur ce que vous avancez, sur cette collusion alléguée entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Et j'aimerais bien avoir plus de temps
et avoir accès aux documents sources. Et c'est là que, dans cet email, que Clapper fait quelque chose de tout à fait incroyable. Quand on pense d'ailleurs que Clapper était à l'origine, a été la cheville ouvrière du scandale des armes de destruction massive, hein. Ah oui, ouais, bah, disons, on retrouve Déjà sous l'administration. décidément, on retrouve les mêmes personnes au même Donc, scandale. on retrouve les mêmes personnes. Et malgré les préoccupations de l'équipe de Rogers, qui n'avait pas eu suffisamment de temps ni d'accès aux documents sources pour être absolument confiant, là je cite les propos de Rogers dans les conclusions, Clapper a insisté pour que tout le monde, et là je cite, soit sur la même page. Euh, et encore une fois, je cite, la plus haute tradition de c'est notre, alors le notre en lettres majuscules, histoire, et nous nous y tenons. C'est notre Hmm. récit, nous nous y tenons. Donc attendez, Euh, je vais quand même et répéter pour ça, que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est quand même absolument énorme. Là, vous citez énormément de noms qui sont peut-être pas très connus du grand public, mais pour que les auditeurs de Toxin comprennent, on a James Clapper, qui était donc le directeur du renseignement américain à l'époque, qui explique mhm, au directeur de la NSA, donc NSA, vous avez raison de le rappeler, c'est l'agence de surveillance numérique dénoncée par Edward Snowden, qui fait pression sur lui en disant non, non, ne demandez pas des preuves, c'est notre récit, on s'y tient. exactement. Ouais, c'est C'est, juste dingue. c'est un scandale absolument gigantesque, hein. Et donc voilà l'effet des déclassifications Donc c'est de bien Tulsi pire Gabbard. Alors ça, que ce à quoi on bassine avec l'affaire Epstein. Finalement, là, on a une compromission affichée de tous les services de renseignement américains, de toutes les institutions maîtresses finalement de ce qu'on appelle depuis longtemps l'état profond. Là, on a la preuve que c'est du foutage de gueule depuis le début. Pardon de ces mots un peu durs, oui, oui, mais on n'a pas, disons, et ça a été, ça c'est quand même ma position depuis longtemps. On n'a pas besoin d'avoir des scandales comme l'affaire Epstein qui sont des scandales qui détournent l'attention, à mon avis, des choses absolument essentielles. On n'a pas besoin, en fait, de faire des cercles de décideurs, euh, des réseaux de pédophiles. Tout est apparent. Tout est apparent. On voit très très bien que vous avez là, en l'occurrence, toutes les agences de renseignement pour couvrir un scandale sur la gestion par Hillary Clinton, et puis je vais revenir, il y a d'autres choses là-dedans, pour couvrir les mauvaises pratiques d'Hillary Clinton et pour pouvoir perpétuer le pouvoir de l'uniparti incarné en l'occurrence par la candidate du Parti démocrate d'à l'époque, qui mettent au point un récit fondé sur du vent, euh, qui diffuse ce récit par des médias de connivence, à savoir les médias mainstream. Et c'est la conséquence de tout ça, elle est très grave, puisque c'est une perte de confiance dans les institutions qui assurent la sécurité des Américains et dans les médias. Et c'est pas une bonne situation dans laquelle se trouver lorsqu'on perd confiance dans des institutions comme les agences de renseignement où on a besoin de médias, on a besoin d'agences de renseignement. Donc c'est vraiment une situation tout à fait dramatique, tout à fait tragique. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à des scandales comme l'affaire Epstein en disant vous avez des gens qui sont extrêmement malveillants, qui sont extrêmement déviants, qui opèrent dans des organisations quasi mafieuses, quasi criminelles. Tout se lit comme un livre ouvert. Nous avons une énorme. Nous avons, ce que nous voyons, c'est que nous vivons dans une époque de corruption qui n'a sans doute pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Peut-être les niveaux de corruption qu'on observe actuellement dans l'Union européenne et aux États-Unis sont-ils équivalents dernières décennies, voire au dernier siècle de la République romaine, qui était considérée comme l'époque la plus faste en matière d'options? Nous sommes dans quelque chose de cette nature. C'est absolument gigantesque ce qui est en train de se passer et on voit que l'État est en train de devenir une espèce de club en fait de gens qui assurent leur autosurvivance. Donc ces scandales-là sont infiniment plus importants que l'affaire Epstein, euh, dont je pense que il y a pas de fumée sans feu. Il est clair que Epstein gérait une organisation criminelle
Il y a des gens qui sont impliqués dans cette affaire, mais je pense que c'est une affaire qui risque de détourner l'attention des choses les plus En fait, vous avez, c'était un psychologue qui s'appelait Yves Meny qui avait une très très bonne discussion, une très bonne distinction sur les affaires de corruption. Il disait ce qui est important, c'est de parler, c'est pas de parler de la corruption dans la République. Ça a toujours existé. C'est de parler de la corruption de la République. Or, Hmm. l'affaire du Russiagate expose la corruption de la République et non pas la corruption dans la République, comme dans l'affaire Epstein. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus important. Est-ce que Euh, Renaud Bochard, je une, vous pose une question quand même, excusez-moi, c'est est-ce que ces affaires médiatiquement, là, cette conclusion du Russiagate est médiatisée justement aux États-Unis? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans les médias américains? Parce que je vous cache pas qu'en France, c'est un peu silence radio sur ces affaires-là. Donc est-ce que là aujourd'hui, les Américains ont conscience de l'ampleur de ce scandale? Et est-ce que surtout ça va donner des suites juridiquement? Parce qu'on n'imagine pas que ces choses-là peuvent rester impunies, puissent rester impunies. disons que c'est encore une fois, si vous écoutez, si vous lisez le New York Times ou le Washington Post, alors cela dit, ils en ont parlé, mais de manière défensive. Rien que ça. Alors en revanche, si vous prenez un canard comme le Figaro, ou même si vous ouvrez une chaîne aussi, une chaîne comme CNews, qui, je rappelle, est un média mainstream, hein. C'est un média de propagande, CNews, hein. Donc, si vous regardez des Fox News, CNN, lisez le New York Times ou le Washington Post, eh bien, vous aurez au mieux du reportage de manière défensive du parti unique. En revanche, la guerre est perdue aux États-Unis pour les médias mainstream. Euh, des gens comme Tucker Carlson font des audiences de à peu près entre 200 et 300 millions par mois. Joe Rogan, on parle de 300 millions par mois, mais il y a toute une multitude de podcasts indépendants. Il y a toute une multitude de toxins, en fait, aux États-Unis. Ça donne de l'espoir. Rien qu'un show comme le podcast de Dave Smith, qui est un humoriste libertarien, qui devrait en même temps prendre je dirais la direction du Parti libertarien à un certain moment, voire sans doute être son candidat à l'élection présidentielle. Un podcast comme Dave Smith, on parle d'audiences qui sont de l'ordre de celles de Toxin, voire plus. Quand on parle Ron Paul a un podcast. Vous avez toute un écosystème de médias indépendants aux États-Unis qui est incomparable par rapport Hmm. à la France. Et qui, eux, parlent de ces Donc, affaires de les médias corruption indépendants, et qui donc informent la ah bah, population. c'est Oui. omniprésent. Oui, donc en fait, C'est omniprésent. donc il y a une Et vraie bon, prise de moi, conscience au niveau du peuple américain de ce qui s'est passé en 2016 et en 2020. exactement. Oui. Moi, ma principale source d'information sur le sujet, c'est le podcast et le Substack du journaliste Matt Taibbi, qui est, à mon avis, le plus grand journaliste au monde. Et Matt Taibbi, il faut savoir que Taibbi a été, pendant toute la première présidence Trump, Taibbi était plutôt libéral, donc proche plutôt des démocrates. En tout cas, ça avait été un grand critique de la couverture de la guerre globale contre la terreur au moment de l'administration Bush. Et puis ensuite, il a perdu quasiment tous ses amis en couvrant le Russiagate depuis le début, entre 2016 et jusqu'à maintenant. Donc, Taibbi s'est vraiment distingué par sa couverture du Russiagate. Donc là, c'est très très intéressant quand on lit d'ailleurs, et Taibbi est en train de préparer une chronologie complète de tout le Russiagate. Donc ça, j'attends avec impatience que ce soit publié, parce que il y aura beaucoup de choses importantes. Je voulais quand même encore mentionner une chose tout à fait importante qui est sortie du rapport du RAM, qui me paraît assez essentiel à mentionner avant qu'on passe à un autre sujet peut-être. C'est que euh, on a accès à deux mémorandums dans les annexes du rapport du RAM,
Et ces mémorandums, alors c'est là que ça devient un petit peu, il faut mettre des pincettes, et ils étaient issus d'une source anonyme, détaillent des conversations entre Debbie Wasserman Schultz, qui était alors présidente du Comité national démocrate, non, Democratic National Council, et des représentants de la Open Society Foundation, tout à fait Ah, un nom intéressant, qu'on connaît bien aussi. Leonard Bernardo et Jeffrey Goldstein. Jeffrey Goldstein, qui est lui-même d'ailleurs le rédacteur en chef du magazine très influent The Atlantic. Le mémorandum de janvier 2016, donc, qui est alors rédigé en russe, bon, euh, et indique qu'Obama aurait prévu d'étouffer l'enquête d'informations classifiées en tant que portant sur Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État. Wasserman Schultz y aurait admis que le parti connaissait ces informations depuis juin 2015, mais que le FBI manquait de preuves solides contre Clinton en raison de la suppression opportuniste de données. Alors, c'est, et Ouais. là, Taibbi et Walter Kern, dans leur podcast, s'interrogent sur la crédibilité de ces informations. Ils notent que l'absence de détails concrets sur ce fameux trésor d'informations russes mentionné par James Comey, qui était alors directeur du FBI, comme raison de clore l'enquête sur les emails en juillet 2016, ne peut qu'alimenter les soupçons. Donc, on voit qu'on est dans un scandale qui, encore une fois, implique un très, très, très grand nombre de personnes et un très, très grand nombre d'organisations. Donc, là-dessus, je pense maintenant, je pense que ce qu'on va avoir, on va avoir accès à de nouvelles révélations, notamment sur le nombre de personnes, de personnalités politiques qui étaient placées sous surveillance. À mon avis, ce sont les prochaines révélations de l'administration Trump, les prochaines déclassifications de Tulsi Gabbard, qui, je le rappelle, elle-même était placée sous surveillance par les agences de sécurité. Hmm. Jusque quelques semaines, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2024. Ouais. Donc on peut Donc, imaginer qu'elle ait envie elle a un petit esprit de revanche qui l'anime. Donc voilà, mais ça va être très intéressant cette affaire-là. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à rajouter sur ce sujet, mais c'est une affaire absolument essentielle. Et c'est vrai qu'on a entendu en France beaucoup de commentateurs qui disaient que avec ce qui s'était passé avec les déclassifications de l'affaire Epstein, on pouvait douter de la volonté de Trump de faire la lumière. Là, on voit qu'avec cette affaire-là, il est au contraire quand même pleinement investi dans le fait de lutter contre la corruption endémique de l'État profond américain. Et donc ça donne quand même beaucoup d'espoir. Il y a eu encore un autre détail. Kash Patel, le directeur du FBI, lui aussi a fait déclassifier un certain nombre de choses, et on y voit que le FBI avait reçu, que les autorités du FBI d'alors avaient décidé de fermer, de clôturer les enquêtes sur le serveur privé d'Hillary Clinton, Shut It Down. C'est aussi ce qui ressort des classifications récentes. Donc, on voit vraiment quand même qu'il y avait une volonté de détourner l'attention, une volonté de dissimuler les manœuvres tout à fait scandaleuses de la campagne d'Hillary Clinton. Donc, Ouais, bon, en tout cas, il y aura. bon, Allez-y, pardon. scandale d'État. Voilà, c'est là pour Scandale le d'État. coup un vrai scandale. Et ben qu'on Mm. continuera d'ailleurs à suivre avec vous tout au long de l'année. Je pense, si on a encore d'autres informations, vous n'hésitez pas surtout à nous contacter dans l'année. Et de toute façon, vous aurez votre chronique. Je précise aussi d'ailleurs, pardon, je vous ai même pas présenté parce que vous êtes évidemment, tous les auditeurs de Toxin vous connaissent, mais que vous lancerez également très rapidement un podcast avec Alexandre Cugnache sur Toxin Plus. Voilà, donc il faudra suivre ça également. Donc vous êtes pas, on n'a pas fini de vous voir sur Toxin, Renaud Bochard. Une autre information sur laquelle vous souhaitiez réagir également, qui est une sorte de coup de force de Donald Trump là encore. Il a placé la police de Washington D.C., donc du District of Columbia, sous l'autorité fédérale, c'est-à-dire qu'en fait donc la ville de Washington qui est administrée par un maire démocrate, si vous voulez, dans laquelle d'ailleurs vous habitez, donc que vous connaissez particulièrement bien, Renaud Bochard, a été un petit peu dépossédé de ses fonctions, et c'est désormais l'administration Trump qui dirige en tout cas tout le volet sécuritaire de la ville. Je parle sous votre contrôle, vous me direz ce qu'il en est vraiment. Et il a donc déployé notamment des militaires de la garde nationale pour faire
la police et pour lutter contre l'insécurité qui apparemment explose dans cette ville. Alors beaucoup de médias essayent de tempérer aussi ce constat en disant que les chiffres sont plutôt en baisse. Moi j'ai même vu des choses assez comiques en disant que ça avait connu un pic de baisse pendant le confinement, hein, donc grande surprise aussi. Et donc peut-être d'ailleurs commencer sur la situation sécuritaire de Washington avant d'analyser ce qu'a fait Donald Trump en mettant la police sous son autorité fédérale. Oui, alors la situation sécuritaire de Washington, alors, c'est quelque chose qui s'est extrêmement détérioré au cours de la dernière décennie et notamment dans la foulée de l'épidémie de Covid-19, hein. Lorsque tout a commencé à rouvrir, il faut en même temps se rappeler le contexte de l'été 2020 avec les manifestations relatives à la mort de George Floyd, Black Lives Matter, etc. Donc, vous avez eu tout un mouvement qui a mené de la part des autorités pénales des villes gérées par le parti démocrate qui visait à complètement renverser la politique pénale existante et à donner instruction à la police de ne pas poursuivre la criminalité. C'est le rapport d'ailleurs des villes américaines et à la, à la sécurité est tout à fait trouble parce qu'en fait, vous avez d'énormes variations dans la politique pénale aux États-Unis. On passe complètement du laxisme à la répression absolue. On était arrivé quand même, il faut dire, dans une situation où à peu près un jeune homme noir sur deux qui naissait était à peu près garanti d'aller en prison au cours de son existence. Donc on avait une politique extrêmement répressive qui avait été initiée dans les années 90 sous Bill Clinton d'ailleurs. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Et Joe Biden notamment était un des très très gros partisans d'une politique extrêmement répressive, politique pénale extrêmement répressive. Donc, on voit d'énormes mouvements sur la question de la gestion de la sécurité. Ce qui se passe, c'est que bon, moi, j'ai déménagé dans l'agglomération de Washington, D.C. J'habite en périphérie de Washington, D.C., dans une petite commune du Maryland, mais within the Beltway, comme on dit, à l'intérieur du périphérique, hein. Donc, quand j'ai déménagé à DC, on était vraiment en plein dans une période à la fois de boom du gouvernement. Je rappelle qu'on était en plein milieu de la guerre globale contre la terreur. Quand j'ai déménagé, c'était encore sous le mandat le deuxième mandat de George W. Bush. Et puis, on a vu une espèce de boom. D'ici s'est transformé. C'était une ville un petit peu endormie, un peu provinciale presque, qui ressemblait. C'était une ville très, très étonnante pour une capitale d'un empire comme les États-Unis et qui est devenue une énorme agglomération. Il y a le nombre de constructions, c'est absolument gigantesque. Tout ça s'est accompagné d'un énorme mouvement de gentrification de Washington, D.C., qui était, je rappellerai, dans les années 80 et les années 90, c'était la ville la plus dangereuse des États-Unis. Euh, et DC est une ville avec une population, en tout cas c'était le cas dans les années 80 et 90, population à peu près à 80% noire, hein. Avec énormément de ghettos, des quartiers. Donc on a vu une gentrification de DC s'engager sous les années Bush et Obama, avec énormément de construction. Et puis, dans la foulée du Covid, absence de répression pénale. Enfin, je rappellerai quand même que c'était complètement délirant les années Covid, les années post-Covid, parce que vous aviez par exemple, il y avait un bouquin d'une jeune philosophe anarchiste, trans d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelait, Vicky Osterman ou quelque chose comme ça, qui s'appelait In Defense of Looting. En gros, c'était Hmm. son parti pris, c'était qu'il fallait dépénaliser le vol et l'étalage dans les magasins.
Et on n'a pas eu Il faut ça, quand même pardon, voir. en Californie où les vols de moins de je ne sais plus combien de dollars n'étaient plus Si. sanctionnés et on avait des scènes de Mais, pillage de pas magasins? seulement, en Californie, hein. Là, rien que à côté de chez moi, il y a un magasin, enfin, les supermarchés ont des photos de gens qui, tous les jours, volent à l'étalage. Donc, vous avez quasiment, si vous allez dans une ville, dans une agglomération urbaine comme Washington, D.C., vous allez dans une pharmacie, quasiment tout est sous verre. Il faut aller demander à un caissier de pouvoir vous ouvrir si vous voulez vous acheter. Mais alors, c'est pire à New York, parce qu'à New York, maintenant, si vous achetez une canette de coca, c'est sous verre. Ah C'est- ouais, oui, donc ah, c'est donc, un ça bel devient, extrême. et c'est un très, très bel extrême. Donc, vous avez une augmentation assez massive de la délinquance. Et puis, bien évidemment, pour des métropoles comme d'ici, avec la tentation de la part des autorités en charge de la sécurité de dissimuler, hein, de manipuler les statistiques pénales. Alors, les seules choses qui sont difficiles à manipuler, ce sont les meurtres euh, et la criminalité violente, telle que les viols. Donc, ça me paraît être, du coup, les indices en matière de statistiques criminelles les plus importantes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez à DC, comme dans la totalité des villes américaines, je rappellerai quand même que rien que les estimations des démographes pour le Los Angeles County, donc pour la ville de Los Angeles, prévoient que d'ici 2060, le Los Angeles County perdra 1 million de sa population. Je rappellerai qu'en raison des questions de criminalité et malgré un apport massif d'immigrants clandestins, la ville de Chicago a une population qui est la plus basse depuis les années 20, et 1920. C'est, euh, euh, Vous avez un exode massif, en dépit d'ailleurs de politiques urbaines qui poussent précisément au retour dans les centres-villes. Vous avez malgré tout un exode massif en dehors des centres-villes, et notamment vers des villes moyennes ou vers des États comme la Floride ou le Texas, qui ont d'ailleurs des gouverneurs républicains. Donc, vous avez une faillite complète, hein, de la part des municipalités gérées par les démocrates, avec quelques exceptions comme Houston, voire San Francisco, qui ont des maires démocrates. San Francisco est un peu particulier, mais San Francisco semble avoir un maire démocrate qui serait plutôt assez pro-business quelque part, et qui précisément pense que le problème du vol à l'étalage, que le départ par exemple de la chaîne de pharmacie CVS de sa ville n'était sans doute pas une très très bonne affaire. Donc, mais dans l'ensemble, vous avez des villes qui sont gérées de manière déplorable, comme Los Angeles, géré par Karen Bass, ou Washington, D.C., géré par Muriel Boranzer. Donc, augmentation massive de la criminalité. Là-dessus, euh, il faut rappeler ce qu'est le statut de Washington, D.C. Le Washington, D.C., c'est la capitale américaine, mais c'est pas, D.C. n'est pas, le district de Columbia n'est pas dans un État. Elle est jouxtée par les États du Maryland, dans lequel je réside, et par l'État de Virginie, mais ça n'est pas un État. Les pères fondateurs ont voulu que la capitale fédérale soit située dans un territoire neutre, qui est par définition un territoire qui est sous administration fédérale. L'administration fédérale, via le Congrès, a délégué à une municipalité qui a été, je crois que le premier maire de Washington, D.C., ça a été dans les années 70. Donc, vous avez une autorité municipale à Washington, D.C., qui est là par délégation du Congrès. Ce qui s'est passé, c'est que Trump, notant il y avait un nombre de sans-abri, et ça, c'est absolument. Enfin, moi, je le vois. J'étais à une conférence l'autre jour à la Fondation Heritage, qui est à côté de Union Station, la gare centrale de Washington, D.C. Euh, c'est dangereux, la gare de Union Station maintenant. Il faut faire attention, il faut prendre l'escalator, pas les ascenseurs. Sinon, vous risquez de vous faire agresser dans l'ascenseur. Bon, ce genre de choses que maintenant, la quasi-totalité des gens qui traversent des endroits comme Union Station prennent des précautions, comme je le fais. Donc, d'ici est un statut fédéral. Et
là-dessus, l'administration fédérale, dont le pouvoir exécutif est le président des États-Unis, a un certain pouvoir pour reprendre la main sur ce territoire. Et c'est exactement ce qu'a fait Trump en application de la section 740 du District of Columbia Home Rule Act, où il a tout simplement placé la police métropolitaine sous contrôle fédéral et déployé la garde nationale pour lutter contre une prétendue, je Je prenais reprends les éléments de langage les allégations des médias mainstream, mainstream. les éléments de langage des médias mainstream, contre une augmentation de la criminalité. Qu'on juge ça bien fondé ou non, il pouvait le faire. Envoyer les gardes nationaux à Los Angeles comme il l'avait fait il y a quelques mois, euh, pour lutter contre une catastrophe naturelle et puis ensuite surtout pour lutter contre les manifestations contre l'immigration, ça posait des problèmes juridiques beaucoup plus épineux parce que Los Angeles est dans un État. En l'occurrence, DC n'est pas un État. Donc, ils veulent obtenir le statut d'État, mais DC n'est pas un État. Donc là-dessus, c'est ce que Trump a fait. Il faut savoir que c'est assez populaire, cette mesure de vouloir reprendre la main sur la sécurité dans la capitale américaine. C'est assez populaire parce que, y compris d'ailleurs les gens qui sont des électeurs démocrates, vivent l'insécurité au jour le jour. Et on a vu d'ailleurs une espèce on a vu pas mal de médias mainstream. Je pense aux médias, je pense à une émission le matin qui s'appelle The Morning Joe, qui est animée par Joe Scarborough et Mika Brzezinski, qui est la fille de l'ancien secrétaire d'État américain Brzezinski, qui disait essayer de défendre les performances calamiteuses de la municipalité de Washington, D.C., c'est vraiment c'est vraiment donner à Trump un avantage, donner à Trump un boulevard devant lui, puisque sur la question de la sécurité, je suis désolé, mais les municipalités démocrates sont vraiment dans une situation calamiteuse. C'est un peu comme Anne Donc c'est Hidalgo très, à très, Paris, très quoi. Même populaire. la gauche ne la défend plus parce qu'on sent que il y a plus rien à défendre. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je trouve que la comparaison que vous faites avec Paris est tout à fait intéressante, puisqu'il y a des élections municipales dans plusieurs grandes villes américaines en novembre 2025, en novembre de cette année. Et les candidats qui sont en tête dans ces élections sont en même temps des espèces de populistes de gauche du Parti démocrate. On a beaucoup parlé, j'avais fait toute une chronique sur Zoran Mandani à New York, qui a remporté la primaire démocrate contre Andrew Cuomo. Euh, les mêmes choses sont en train de se passer à Minneapolis, où le candidat, enfin là vous avez des candidats d'ailleurs qui sont estampillés Democratic Socialist of America. Là, quand vous avez un candidat avec le mot socialiste dans le Oui. parti qu'il supporte, qui est en tête dans des sondages et des élections, vous avez quand même un véritable tremblement de terre. Hmm. Donc là, c'est Omar Faté à Minneapolis et Katie Wilson dans la ville de Seattle, dans l'Oregon. Donc, vous avez là-dessus des choses tout à fait intéressantes qui sont en train de se passer avec une espèce de résurgence d'un populisme. En fait, c'est maintenant, on voit très très bien que c'est précisément Larry Sanders qui domine dans la dynamique au sein du Parti démocrate. C'est là que c'est assez intéressant parce que des gens comme Zoran Mandani, Omar Faté et Katie Wilson ressemblent beaucoup à l'évolution qu'a pris la France insoumise en France. On voit que ce n'est pas du tout le populisme économique de Mélenchon tel qu'il était en 2012 et en 2017, mais on voit que c'est une espèce
de gauche assez woke, qui surenchérit sur le caractère woke, en y ajoutant espèce de mesures. Enfin bon, par exemple, la mesure phare que défendait Zoran Manzani, c'était de virer les grands supermarchés et les grandes chaînes de supermarchés de la ville de New York pour y installer des épiceries qui seraient détenues par la ville de New York. Ouais. Quand vous pensez à ce qu'est les États-Unis, c'est tout à fait Oui. extraordinaire. Là, on est dans l'aboutissement Donc, du tout ça, wokisme. on voit que Ouais. c'est très, très performatif. Mm. Oui, on voit que c'est très, très performatif, mais ça plaît, parce qu'il faut savoir que les électeurs, d'ailleurs, tout à fait comme en France, à propos de la France insoumise, on voit que les électeurs de gens comme Zoran Mandani, Omar Fateh et Kelly Wilson sont en règle générale des membres de la classe professionnelle managériale assez aisée. Donc, Oui, euh, on donc voit c'est une vraiment sorte un de parallèle. socialisme bobo. Ouais, on voit vraiment un parallèle avec les Mm. municipalités écolo de France qui ont en fait en 6 ans chassé tous les travailleurs et qui ont empêché d'accéder en voiture, qui ont une fiscalité, une insécurité qui explose. Et donc finalement, dans ces villes, il n'y a plus que des gens qui sont prêts à vivre dans ce monde-là, qui restent. Donc en fait, c'est populaire dans ces villes-là parce qu'ils ont chassé tout le reste, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Et tout ça n'a rien à voir, parce qu'il y a eu une tradition quand même de ce qu'on a appelé le socialisme municipal aux États-Unis, qui était une tradition, enfin il y a une tradition de socialisme d'ailleurs aux États-Unis, qui est une tradition de socialisme très, très libertaire, très anti-étatique. C'est pour ça que le centre d'ailleurs du socialisme municipal aux États-Unis, c'était l'État du Wisconsin, notamment la ville de Milwaukee, où là, vous aviez d'ailleurs une ville qui était extrêmement bien gérée, hein, dans la ville de Milwaukee. Et ce n'est pas du tout cette tradition de socialisme libertaire, cette tradition de socialisme municipal que des gens comme Mandani, Omar Fateh et Kelly Wilson défendent. Là, on est vraiment dans du socialisme purement performatif, avec beaucoup, beaucoup d'aspects woke, et on va voir une amplification des problèmes qui affectent les municipalités gérées par le Parti démocrate. Donc, c'est à voir. Ça va être tout à fait intéressant. Je pense qu'on va avoir les mêmes effets dans ces villes américaines que les municipalités en France gagnées par le Parti écologiste. Là, c'est des parallèles intéressants et on va voir aussi ce que Donald Trump fait à Washington, puisqu'en si lui il est populaire dans sa ville, peut-être ça peut aussi servir d'exemple. Enfin, en tout cas, la manière dont il va reprendre la gestion de la municipalité de Washington, ça peut aussi avoir une influence peut-être dans ces élections municipales futures. Oui, et juste une dernière chose, et ça peut aussi avoir une influence sur les midterms l'année prochaine. Juste une dernière chose là-dessus, ça a été la conduite des médias mainstream, où vraiment on a vu que les médias mainstream ont eu recours à des tactiques tout à fait lamentables, visant notamment à utiliser des statistiques partielles. Bon, on est par définition au mois d'août 2025, contre des statistiques pour une année entière pour dire mais non, vous voyez bien que la criminalité baisse. C'est Donc, vous génial. avez, encore une fois, les médias mainstream se sont Ouais. ridiculisés dans cette affaire. Et Dieu sait s'ils n'en ont pas besoin. Comme disait Richelieu, les chiffres sont des petits êtres fragiles à qui on fait dire ce qu'on veut. Enfin, c'est pas la phrase exacte, mais vous avez la substance. Alors, une dernière information vraiment importante là aussi et que vous avez suivi de très près, Renaud Bochard. Ça date d'il y a une semaine déjà, mais c'est une annonce qui a été assez fracassante. Ça nous vient de Robert Kennedy Jr., qui lui non plus n'a pas chômé cet été, et qui a annoncé le 5 août dernier donc la suppression de financement de vaccins ARN. Je crois que c'est 22 investissements donc publics qui ont été arrêtés pour une valeur totale de 500 millions de dollars. Et on retrouve là aussi des usual suspects, puisque les trois principaux bénéficiaires de ces investissements étaient Moderna, Pfizer et Sanofi, donc des noms qu'on connaît bien aussi Hein. sur Toxin. Et vous avez suivi ça de très près, puisque vous étiez donc, vous l'avez dit, à la Heritage Foundation la semaine dernière, et que donc là aussi il y avait Maha qui devait rendre un rapport. Donc vous suivez ce programme Maha Make America Healthy Again de très près. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette annonce de suppression? C'était peut-être attendu, mais en tout cas ça fait du bien de voir que les actes suivent les pensées.
Alors, il faut se replacer dans le contexte de la commission Marin, qui me paraît être tout à fait important. Donc, je ferai un petit rappel. Je rappellerai que par décret présidentiel, décret exécutif du 13 février 2025, donc Donald Trump a créé la commission Marin, qui est présidée par le secrétaire au HHS, Health and Human Services, qui est Robert F. Kennedy Jr. Il y a un certain nombre d'autres membres dans la commission Marin, notamment il y a les secrétaires de l'agriculture, du logement, du développement urbain, de l'éducation, des anciens combattants et l'administrateur de l'Environmental Protection Agency. Et l'objectif de la commission Marin, c'est de chercher à contrer la dégradation de la santé des Américains, qui est marquée par un retard, notamment dans l'espérance de vie. On est à 78,8 ans aux États-Unis contre 82,6 ans dans des pays comparables. Un taux élevé de maladies chroniques. Vous avez 6 Américains sur 10 qui ont au moins une condition chronique. Et un taux élevé et des problèmes de santé alarmants chez les enfants, avec notamment un cas d'autisme sur 36 enfants. Euh, donc c'est un profond changement dans l'approche de la médecine qui vise à toucher aux causes profondes de cette épidémie de maladies chroniques chez les Américains, en se concentrant notamment sur la santé des enfants. Et à cet égard, la commission Marin a rendu en mai 2025, et j'en avais parlé sur Toxin, un rapport qui s'appelle Make Our Children Healthy Again, qui identifie l'ampleur des maladies chroniques chez les enfants. Il évalue les risques liés aux médicaments, à la surmédicalisation, aux ingrédients alimentaires et aux expositions toxiques. Et il examine les programmes fédéraux existants et la transparence des données. Donc, c'est vraiment une politique de remise en œuvre, remise en ordre de la santé publique qui a été proposée. Et un rapport était attendu de la commission Marin qui proposait une stratégie. Hein. Ce rapport était attendu cette semaine, le 12 août. J'étais d'ailleurs à la Fondation Heritage où nous en a donné un certain nombre d'indications, mais puisque le rapport n'est pas encore publié, j'attendrai d'avoir le rapport pour vraiment le commenter. Mais il y a un certain nombre de choses qui se sont passées depuis l'entrée en fonction de Robert F. Kennedy Jr. D'abord, vous avez, par exemple, et je peux vous dire que ce sont des choses qui sont obtenues de haute lutte, parce qu'il y a des lobbies tout à fait importants, et notamment le lobby du maïs, le lobby du soja, qui sont sans doute encore plus puissants d'ailleurs que le lobby pharmaceutique. Donc, vous avez 90% des entreprises américaines de crème glacée qui s'engagent à éliminer les colorants artificiels, figurez-vous. Vous avez des actions similaires de grandes entreprises alimentaires comme PepsiCo, Kraft Heinz, General Mills pour supprimer les colorants synthétiques et les ingrédients nocifs. Donc, tout ça pour remettre cette annonce de l'arrêt du financement fédéraux de la recherche sur les vaccins à ARN utilisant la technologie de l'ARN messager, ça s'inscrit dans une profonde remise en cause de la politique de santé publique américaine qui vise à étudier les causes plutôt que les symptômes, et à traiter les causes plutôt que les symptômes de cette épidémie de maladies chroniques. Alors là-dessus, il faut quand même aussi se rappeler que les vaccins à l'ARN messager, et là-dessus, le message est complètement différent. Même dans les médias mainstream américains, la défense des vaccins à l'ARN messager est quelque chose de beaucoup plus périlleux qu'il ne l'est en France. Bah, On en a France, été, j'ai fait ma du revue de fait, presse là, hier pour en parler. C'est absolument lunaire, hein. C'est-à-dire que dans le monde, il vise à détruire une technologie qui a fait ses preuves, dont la légitimité n'est plus approuvée, qui a sauvé des millions de vies. j'allais le Enfin, mentionner, c'est extraordinaire, hein, quand même. Pardon, je vous laisse J'allais le continuer. mentionner, j'étais en France la semaine dernière, donc j'ai acheté Ah, ce canard à Dijon qui est le Figaro. vous vous ferez rembourser Et par voilà, Toxin, hein, parce que c'est un investissement quand même. merci. Et dans lequel j'ai écrit dans le passé d'ailleurs. Hein, On et revient voilà tous de quelque part. comment le journaliste, hein, c'est une Gabrielle Antoniewski. Voilà comment la journaliste décrit, commence son article. C'est vraiment une honte. Et indigent, par faute de mots plus forts.
Voilà ce qu'elle écrit. Le ministre de la Santé américain, Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses positions anti-vax, non mais vous vous rendez compte, quoi, a annoncé que les États-Unis allaient arrêter de financer le développement de plusieurs vaccins ARN messagers. Une décision qui peut inquiéter car elle survient alors que ces vaccins ont joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie de Covid et font partie de l'arsenal le plus adapté pour répondre rapidement à de futures épidémies. Plus loin, on lit dans l'article que les vaccins contre le Covid ont sauvé des millions de vies. Mais on est vraiment tombé sur la tête en France. Mm. Même les médias mainstream américains, vous avez quand même une défense tout à fait malhonnête intellectuellement de la part des canards comme le Washington Post ou le New York Times ou a fortiori sur des chaînes comme CNN ou comme MSNBC. Mais on n'est pas. Au moins, ils font un petit peu plus d'efforts. Et là-dessus, il faut quand même se rappeler que l'objection vis-à-vis des vaccins à l'ARN messager, il y a encore une étude d'ailleurs qui est sortie hier, pas plus tard qu'hier, qui expose que on est plus haut risque de contracter une maladie respiratoire en étant vacciné contre le Covid avec un vaccin à ARN messager. Donc, là-dessus, on est en train de voir un véritable dégonflage en fait de tout ce qui s'est passé autour de ces vaccins à ARN messager. Et on est en train de voir chaque jour une nouvelle liste s'allonger d'effets secondaires des vaccins contre le Covid. Oui. Donc, Mais Renaud vous Bochard, pour avez revenir au système médiatique français, vous avez raison de souligner tout à l'heure que aux États-Unis, il y a 200, 300 toxins et puis des toxins qui ont gagné la partie ouais, face aux médias mainstream. Et on voit qu'en France, c'est toujours pas le cas. Et c'est pour ça que c'est hmm, vraiment très important que les auditeurs de toxins et que mais d'autres médias alternatifs, voilà, fassent de l'information, jouent leur rôle aussi au quotidien pour faire tomber ce mirage des médias officiels, pour qu'on n'ait plus jamais à lire des choses pareilles dans des canards qui se veulent respectables, quoi. Donc voilà, c'est aussi un appel à la responsabilité de chacun et à faire circuler les informations, parce que c'est comme ça qu'aux États-Unis, on a réussi quand même à, j'ai envie de dire, presque renverser le cours de l'histoire avec cette élection de Trump qui s'est déroulée dans des conditions qu'on connaît, avec des podcasteurs qui ont donné le là par rapport aux médias mainstream. Et ça, c'est quand même l'objectif que ça arrive en France dans les prochaines années. oui, et je rappelle quand même que la question de la contrainte, des moyens de contrainte, des propagandes qui ont été exercés sur nous pour euh, euh, pousser les vaccins, pour nous pousser à nous faire vacciner massivement, est quelque chose qui est premier dans la coalition au pouvoir. Et c'est notamment premier dans la partie de la coalition au pouvoir euh, qui est résumé par le slogan Maha Make America Healthy Again. Ces vaccins sont véritablement devenus une espèce de. Pour certains, sont devenus un totem, pour d'autres, sont devenus véritablement un fléau. Donc, c'est là-dessus, quelque part, on voit que l'administration aussi est responsable, elle répond à l'opinion publique qui peut. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas du tout de perspective et éventuelle dans ces vaccins, que la recherche expérimentale de ces vaccins continue, mais en l'occurrence, on est allé beaucoup trop loin dans l'arme de contrainte avec ces vaccins, ce qui fait que, et d'ailleurs, même chez les gens qui étaient les plus partisans, qui faisaient de ces vaccins un totem, on voit que le taux de vaccination des enfants, en tout cas, était très, très faible depuis le début. Euh, vous avez très, très peu. Et malgré tout ça, vous avez quand même une espèce de campagne orchestrée depuis l'intérieur de la bureaucratie de la santé publique pour continuer à ce que ces vaccins figurent, à ce que ces vaccins soient encore proposés aux enfants. Donc là-dessus, l'administration Kennedy, l'administration de Trump via son secrétaire au HHS, en arrêtant, n'arrête pas la recherche sur les vaccins ARN, sur la technologie ARN messager, mais simplement, on a changé de politique de santé publique.
on s'adresse aux causes plutôt qu'aux symptômes. Et par conséquent, ça sort, le financement de choses comme les vaccins à l'ARN messager sort de la redéfinition de la santé publique américaine telle qu'elle procède de l'agenda mis en œuvre par la commission Marat. Donc, on est en parfaite logique avec tout ce avec tout ce qui est esquissé en termes de politique par l'administration Trump. Donc, tout ça encore une fois, s'intéresser aux causes, s'intéresser, et Dieu sait s'il y a des combats, et notamment dans le domaine de l'agriculture. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait à déplorer, comme par exemple une exemption de responsabilité pour les fabricants de pesticides qui a été inclus dans la Big Beautiful Bill. Ça, c'était. Alors, il n'est pas encore passé parce que le Sénat, apparemment, a fait de la résistance. Mais vous avez des choses qui sont, notamment sur le côté de l'agriculture, qui sont un peu inquiétantes. Mais sur le volet pharma, on voit très très bien que le rapport de force est en train d'évoluer. Et est en train d'évoluer en faveur de l'administration Trump Oui, contre parce que Big Pharma. vous parliez de la technologie ARN messager, qui, en tout cas, la technologie en tant que telle, évidemment, a des intérêts. Je crois qu'il y a le livre d'Alexandra Orion-Code, Les apprentis sorciers, en parle. Mais là, il y a autre chose que la technologie. Il y a les clients à qui ces investissements étaient destinés. Et là, pour le coup, Moderna, Pfizer et Sanofi, en tout cas, on a fait la preuve, n'en déplaise aux journalistes du Figaro, que ces vaccins avaient des énormes effets secondaires et que ils avaient tout sauf sauvé des millions de vies. Donc on va voir aussi également ce que ça appelle par la suite. Mais si on retrace quand même les trois informations de la journée, à savoir ces conclusions du Russiagate, qui ont été donc délivrées par Tulsi Gabbard et qui permettent de faire la lumière sur cette corruption endémique des agences de renseignement américaines depuis Hillary Clinton, enfin depuis même avant, mais depuis Hillary Clinton particulièrement. Cette reprise en main par Donald Trump de la police à Washington, qui montre donc l'échec des municipalités démocrates, et ces investissements qui ne parviennent plus aux géants de Big Pharma, du style de Moderna et de Pfizer. On voit quand même que ça avance plutôt dans le bon sens, et surtout dans la transparence vis-à-vis du peuple américain, et c'était à mon sens une des choses que réclamait le peuple américain depuis l'élection de Donald Trump. Et encore une fois, je rappelle que combien le Covid était premier. Bien que Trump ait été dans sa première, je rappelle quand même que la crise du Covid et l'opération Warp Speed, on le doit à Hmm. Trump. Et d'ailleurs, le rapport de Trump au vaccin est tout à fait intéressant parce que Trump a mal compris après l'élection de 2020. Il faut se rappeler de ce qu'était Trump au début de l'année 2022, par exemple, où il faisait alors, il était privé il n'était plus sur les réseaux sociaux, il avait créé son propre réseau social, Truth Social. Il faisait des meetings qui étaient complètement vides, dans lesquels il revendiquait la paternité du vaccin. C'était et c'était vraiment un homme mort précisément en raison du fait qu'il n'avait pas encore compris que la question des vaccins était extrêmement toxique pour sa majorité, pour sa base. Ce qui a remis Trump en selle, ça a été les raids du FBI à Mar-a-Lago sur l'affaire des documents classés. C'est ça qui a remis Trump en selle. Et ensuite, c'est par un long cheminement, on a eu cette coalition tout à fait inespérée avec Marat, en sachant quand même que vraiment le début de la campagne de Kennedy, à la fois en tant que candidat à la primaire démocrate et puis ensuite en tant que candidat indépendant, était une des campagnes indépendantes les plus dynamiques de toute l'histoire de la politique américaine. Et l'apport de Robert F. Kennedy Jr. à la coalition qui a porté Trump au pouvoir en novembre 2024 est absolument essentiel. Il faut se rappeler, et je le rappellerai, ma première émission, précisément, de mon nouveau podcast, sera dédiée à un retour sur ce moment de dévoilement, ce moment de dévoilement au sens d'apocalypse, au sens biblique du terme, qui a été le Covid. Et les vaccins, je rappelle encore une fois que l'aversion aux vaccins, aux moyens de contrainte qui ont été utilisés contre nous
à propos de ces vaccins est premier. De la même façon que l'opposition à la guerre éternelle est quelque chose qui est premier dans le Trumpisme. C'est, donc, je, je ne saurais trop insister sur vraiment l'importance de la question du Covid et de la question des vaccins en particulier. Donc, oui, ce sont des choses qui sont tout à fait lourdes, qui sont en train de se passer. Et j'avoue que j'ai été assez surpris de la facilité avec laquelle Robert F. Kennedy Jr. a pu mettre un terme au financement fédéral des vaccins ARN messagers. On voit que c'est quelque part plus difficile d'enlever les sodas des bons alimentaires, des food stamps, que d'arrêter la recherche fédérale, le financement fédéral de la recherche sur les vaccins ARN messagers. Ce qui me fait penser que les fabricants de vaccins savent qu'ils sont en face d'énormes responsabilités juridiques. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a encore évidemment d'autres lobbies à combattre, notamment, vous l'avez dit, le lobby du maïs, le lobby du soja, le lobby du sucre. Enfin bon, on va pas faire toute la liste, mais le chemin de Robert F. Kennedy Jr. est encore long, tout comme celui de l'administration Trump, mais on ne va pas bouder notre plaisir de voir un peuple reprendre en main son destin, et on aimerait même un petit peu que nos concitoyens français s'en inspirent et raccrochent les wagons de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup Renaud Bochard. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter concernant l'actualité Merci américaine. Valentin, je crois qu'on a Mais couvert pas on mal a de été sur plus d'une heure, donc terrain. ça a été très dense. Et pour ceux qui continuent de s'intéresser aux États-Unis, vous retrouverez évidemment Renaud Bochard avec son nouveau podcast avec Alexandre Cugnache sur Toxin Plus cette saison. Donc vous allez pouvoir vous régaler avec une double ration de Renaud Bochard. Et puis pour ceux qui préfèrent l'écrit, vous pouvez retrouver Renaud Bochard sur le Substack Les Chroniques Égrégoriennes. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés par les travaux de Renaud Bochard, et ils sont nombreux, Les Chroniques Égrégoriennes et ce nouveau podcast à venir qui va commencer très bientôt. Je vous remercie encore Renaud Bochard, et puis quant à vous chers auditeurs, eh bien c'est la fin de cette émission, c'est même la fin de cette semaine de pré-rentrée, mais on ne vous lâche pas pour autant. Donc la matinale, je le rappelle, reprendra le 1er septembre, mais il y a encore 15 jours avant ce 1er septembre, et on ne vous lâchera pas, il y aura toujours des émissions, on a des invités qui vont vous plaire, je peux pas encore dire les noms, mais on a des interviews qui vont venir qui ne seront pas piquées des hannetons. Donc restez bien connectés sur Toxin, soutenez-nous, puisque je le rappelle, nous sommes un média qui n'est financé ni par des subventions publiques ni par des milliardaires, ce qui est assez rare en France. Pour le noter, toxin-soutien.fr, je crois, toxin-média, vous trouverez Toxin sur le site de Toxin. Et voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager nos vidéos, puisque là encore, vous êtes nos premiers ambassadeurs. Alors très bon week-end, très bon 15 août, et à lundi pour de nouvelles interviews.